Le projet de loi sur la fin de vie est au Parlement. Les députés ont débuté lundi l'examen du texte qui instaure, c'est une première, une aide à mourir. Docteur Marie Danel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes chef du service de soins palliatifs à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi ? Ce projet de loi, en introduisant l'euthanasie et le suicide assisté dans le soin, dans la relation de soins, risque de bouleverser tous nos repères soignants et éthiques de pratique, dans notre pratique quotidienne. Moi, j'ai choisi ce métier pour pouvoir répondre aux personnes malades qui souffrent. Je vais tout faire pour vous soigner, vous soulager, vous aider. Je ne veux pas répondre aux personnes qui souffrent. Je vous propose de vous faire mourir. Ce n'est pas mon métier. Et surtout, je perçois chaque jour à l'hôpital le risque de proposer la mort par défaut de soins. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas une loi de progrès social. C'est les personnes isolées, âgées, précaires, qui seront les premières victimes de cette loi. L'expérience du Canada le démontre avec des chiffres. Et c'est pas non plus une loi de fraternité. C'est plutôt l'inverse. C'est une loi qui ne protégera pas les plus faibles et qui les incitera plutôt à demander la mort. Vous avez dit à l'instant, les soignants ne sont pas là finalement pour apporter la mort, c'est ce que vous dites, vous n'êtes pas engagé pour ça, mais aucun soignant ne sera obligé, il y aura une possibilité de se mettre en retrait. Alors déjà, c'est une clause de conscience assez incomplète, puisque même si on peut la faire valoir, on sera quand même obligé de rendre l'euthanasie ou le suicide assisté possible, et en tout cas de le proposer à nos patients. Et surtout, même sans devoir faire le geste, ça va s'introduire dans notre relation de soins. Et c'est la même question que celle de l'obligation, quand on proposera à nos patients, quand la loi permettra l'euthanasie, effectivement, ils ne seront pas obligés de demander l'euthanasie, mais simplement le fait qu'on leur dise, vous avez le choix entre être soulagé et qu'on provoque votre mort, ça induit l'obligation pour eux de se poser la question sur peut-être l'opportunité, ou en tout cas la nécessité de demander la mort. C'est une injonction à se poser cette question. Est-ce que c'est le prisme du soignant qui fait que vous dites ça, alors que par exemple, près de 9 Français sur 10, 92% selon une enquête, mais d'autres donnent des chiffres à peu près équivalents, se disent favorables à l'euthanasie lorsque le patient atteint d'une maladie incurable, insupportable, en formule la demande. Quand on écoute ça, effectivement, on peut se dire que le bon sens voudrait qu'on limite les souffrances et que cette loi pourrait être une loi d'humanité, de bon sens, de fraternité. Les Français, ils demandent surtout à être rassurés sur le fait qu'ils ne vont pas souffrir à la fin de leur vie, qu'ils seront accompagnés. Il y a un autre sondage qui a été fait en 2021, IFOP, qui montre que dans les priorités de fin de vie, les Français choisissent à 50%, leur priorité c'est d'être soulagés de la douleur, à 48% des souffrances et à 25% c'est l'euthanasie. Donc quand les questions sont posées de manière plus fine, les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est certain, c'est que cette crainte, elle est justifiée par les nombreuses situations de défaut de soins ou en tout cas d'accompagnement insuffisant que rencontrent de nombreux patients et des familles. Et c'est des situations qui sont non seulement inacceptables, mais qui conduisent à ces demandes. Donc, on comprend tout à fait cette crainte. Et les soignants que nous sommes, en fait, on est tous des citoyens comme tout le monde. On est dans la même société. On est traversé par la même peur de la mort et en plus par l'éloignement de la mort de nos vies familiales, puisque la mort maintenant est très médicalisée, elle est cachée à l'hôpital. Et on est tous traversés par ces mêmes questions et ces mêmes craintes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour nombre d'entre nous, avant d'être dans cette pratique, cet accompagnement auprès des personnes en fin de vie, on avait les mêmes idées. Et beaucoup de mes collègues témoignent qu'ils étaient très favorables à l'euthanasie et au suicide assisté avant d'arriver dans la pratique et dans la pratique clinique, et que leur regard a complètement changé. Et je pense que dans ce débat, les soignants, ils n'ont pas été assez écoutés. Et c'est vraiment le message qu'on veut dire, et c'est notre expérience de terrain, c'est que quand les personnes malades arrivent, ce qu'elles souhaitent, c'est être soulagées, rassurées sur le fait que nous allons nous engager jusqu'à la fin à tout faire pour les soulager, et puis à les entendre dans ce qu'elles sont, dans leur personnalité, dans leurs identités, et
à tout faire pour leur permettre de rester elles-mêmes et si possible en relation avec leurs proches. On l'a compris, hein, les soins palliatifs permettent de soulager, c'est un verbe que vous avez employé plusieurs fois, mais concrètement, que faites-vous par exemple dans votre service? Qui accueillez-vous et que faites-vous avec vos patients? Alors, on accueille des patients de tous âges. Vous avez, quand on discutait auparavant, vous avez bien dit que la moyenne d'âge, c'est plutôt autour de la soixantaine, qui sont atteints de cancer, pour beaucoup, de cancers très évolués, mais aussi de maladies neurologiques, cardiaques, respiratoires, ou de ce qu'on appelle les polypathologies pour des personnes plus âgées qui cumulent différentes maladies. On accueille une grande partie de personnes qui sont en fin de vie et qui vont décéder dans le service, mais aussi des personnes malades qui vont séjourner temporairement dans le service de soins palliatifs et retourner ensuite dans leur lieu de vie, à domicile, continuer à recevoir les soins palliatifs adaptés, mais à domicile. Et on accompagne des personnes sur des périodes très courtes, mais aussi sur parfois quelques années quand les maladies sont plus chroniques. Est-ce que l'offre de soins palliatifs aujourd'hui est suffisante ? Alors en fait, l'offre de soins palliatifs, c'est difficile de la définir et dans les débats, on parle beaucoup des lits d'unités de soins palliatifs, mais ça définit pas du tout, enfin c'est pas du tout la nécessité des soins palliatifs complètes. Évidemment, il faut des services de soins palliatifs pour pouvoir accueillir les patients qui sont dans les situations les plus complexes. Mais vous avez dit à l'instant, certains retournent chez eux. Ça veut dire qu'il y a une proportion non négligeable de personnes qui sont suivies par des soins palliatifs et qui vivent chez eux ? Alors en fait, dans les 620 000 décès par an en France, il y en a, on estime que la moitié qui ont besoin d'être vraiment médicalisés. Il y a une grande partie des décès qui n'ont pas besoin d'une grosse médicalisation. Et ce qui est sûr, c'est que dans la moitié qui a besoin de soins palliatifs, la majorité n'iront pas dans des services de soins palliatifs. Et l'enjeu, c'est qu'ils puissent recevoir les soins adaptés dans leur lieu de vie ou dans les services dans lesquels ils sont suivis habituellement. Et c'est là le vrai enjeu. Et c'est là que les soins palliatifs sont insuffisamment développés. Par défaut de formation de tous les soignants et de tous les médecins, en premier lieu les médecins généralistes, qui sont les vrais médecins qui suivent les patients à domicile, et puis aussi par défaut d'accès aux soins dans certains territoires. Le projet de loi veut aussi, alors les chiffres ne sont pas très clairs, mais veut clairement et progressivement renforcer aussi financièrement les soins, l'offre de soins palliatifs. Ça devrait vous satisfaire ? Alors effectivement, il y a vraiment une discussion autour du montant qui est alloué et qui semble très insuffisant parce qu'au-delà d'une volonté d'augmenter ses moyens et puis d'une annonce d'1 milliard et quelques supplémentaires, en fait, répartis sur 10 ans, ça ne suffira pas du tout à augmenter les moyens nécessaires en soins palliatifs. Il existe des garde-fous. Par exemple, les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'autres démences ne pourront pas entrer dans le processus. Est-ce que les garde-fous sont suffisants selon vous ? Alors le projet de loi, il est pas du tout écrit puisque là il va être discuté à l'Assemblée. Il va faire quelques navettes. Et du coup on ne sait pas du tout quelle sera la version finale. Dans le projet de loi qui a été présenté avant même d'être modifié par la commission spéciale, il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes sur les différents garde-fous, puisque on a vraiment l'expérience des pays étrangers sur les risques de dérive qui n'est pas à démontrer. Effectivement, la commission spéciale l'a prouvé en moins de 5 jours. Elle a élargi davantage l'accès à l'euthanasie dans ce projet de loi et au suicide assisté que ne l'ont fait la Belgique et le Canada en 22 ans et en 8 ans. L'euthanasie devient un choix et non une exception. Le pronostic vital ne doit plus être engagé et le discernement n'est plus nécessaire jusqu'au moment de l'acte parce qu'une demande pourrait être faite par directive anticipée. La demande de collégialité, elle a été rejetée et même quelque chose qui était inimaginable, un délit d'entrave va faire courir le risque à tous les soignants, par exemple en soins palliatifs, en psychiatrie, mais les soignants de façon plus générale, d'être poursuivis pour avoir simplement exercé leur métier. Alors le délit d'entrave, on en a parlé un petit peu ces dernières parce que effectivement il a fait réagir, mais pour bien comprendre de quoi on parle, de quoi s'agit-il ? Alors, quand on parle du délit d'entrave. Alors, c'est quelque chose que nous, on ne connaissait pas, qui a été introduit par cette commission spéciale et qui dit que seront passibles d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende les professionnels ou personnes qui feront obstruction, je vous le lis,
qui empêcheront ou tenteront d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique en ligne, dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. Or, il se trouve que les soins que nous on propose en soins palliatifs, mais parlons de la psychiatrie également, c'est effectivement quand une personne arrive avec une volonté de se suicider ou après avoir fait une tentative de suicide, c'est vraiment de la prendre en soin dans sa globalité pour la rencontrer et tenter de soulager et de comprendre la souffrance qui a conduit à ce geste. Et du coup, ce délit d'entrave serait presque l'impossibilité d'exercer notre pratique clinique d'accompagnement habituelle. Ce que vous dites, c'est que des patients arrivent chez vous dans les services de soins palliatifs, parfois peuvent arriver en voulant en finir et puis finalement, au bout de quelques jours, eh bien, changent la vie? Alors, c'est vraiment notre expérience clinique et c'est de là que nous parlons, les soignants. Nombreux sont les patients qui peuvent exprimer un désir de mort ou un désir d'arrêter tous les traitements qu'ils ont entrepris jusque-là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et puis, quelques-uns d'entre eux demandent une euthanasie, c'est-à-dire qu'on pratique le geste qui les fera mourir. Et c'est une demande beaucoup plus rare. Et dans notre pratique de soins palliatifs, c'est une demande qui persiste pas. Quand il y a un réel accompagnement qui est apporté, déjà un soulagement des souffrances physiques, ça c'est l'urgence et l'indispensable, mais ensuite un réel accompagnement et un engagement à soulager jusqu'à la fin, y compris dans ce qui fait peur ou dans ce qui risquerait d'arriver. Et je voudrais vraiment redire que cet accompagnement, il nécessite du temps. Il nécessite de pouvoir se rencontrer avec les personnes que nous accompagnons, qu'il n'y a pas de normes dans cette possibilité d'accompagner quelqu'un. Tout le monde est différent. Et aussi que on ne peut pas soulager toutes les souffrances. Les douleurs physiques, non seulement on peut, mais on doit les soulager et on a tous les moyens de les soulager, puisque même quand des douleurs physiques sont réfractaires, on pourra proposer la sédation pour douleurs réfractaires. Les souffrances, la peine de laisser des enfants ou de laisser un parent, ça, c'est des choses qu'on ne soulagera pas. Voilà, donc quand on dit qu'on peut tout soulager, on a vraiment l'humilité de prendre conscience qu'on est aussi dans le mystère et les limites de nos, de nos vécus humains. Le Conseil d'État a indiqué dans un avis du 4 avril que le texte introduit une double rupture par rapport à la législation en vigueur aujourd'hui en France. D'une part en inscrivant donc la fin de vie dans un horizon qui n'est plus celui de la mort imminente ou prochaine, ce sont les mots du Conseil d'État, et d'autre part en autorisant pour la première fois un acte ayant pour intention de donner la mort. Est-ce que c'est un changement de civilisation et d'un point de vue soignant, comment est-ce que vous le vivez? Ce que moi j'entends, c'est que les revendications sociétales, depuis en tout cas plusieurs lois sur la fin de vie, sont des revendications qui doivent et qui veulent donner plus de place à la personne dans ses choix, plus d'autonomie, et que avec cette proposition, cette possibilité d'euthanasie, le médecin va se retrouver dans une posture de pouvoir, de décision de vie ou de mort, qui est vraiment contradictoire avec cette demande d'écoute et d'autonomie de la personne malade. Et vraiment, ce pouvoir, c'est vraiment quelque chose que les médecins on refuse. Et c'est vraiment l'histoire des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ils sont nés il y a 40 ans en protestation, en contestation contre les pratiques d'euthanasie, d'acharnement thérapeutique, d'abandon, et pour rétablir une relation et un accompagnement pluridisciplinaire. Et avec cette loi, le médecin se retrouve dans une posture de pouvoir, et c'est sûr que c'est difficile à comprendre quand, en 81, on a estimé qu'il fallait retirer ce pouvoir au juge et qu'on le donne aujourd'hui au médecin. C'est quelque chose qui, non seulement m'inquiète, mais me semble pas acceptable. Docteur Marie Danel, je rappelle que vous êtes chef de service de soins palliatifs à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Jean Leonetti, le co-rapporteur de la loi sur la fin de vie de 2005, déclare, c'est dans le monde d'aujourd'hui, hein, on va avoir la loi la plus permissive au monde, car ce ne serait plus des gens qui vont mourir, mais des gens qui veulent mourir. Donc ça, ce sont ces mots. Mais en écoutant ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire, on est en droit de se dire tout de même,
Très bien, mais la loi, elle est dans les rails. Est-ce qu'on peut désormais penser à l'après ? Puisque la loi va finalement poursuivre son processus, elle va certainement être modifiée ou non, mais ça pose la question du prendre soin et du lien à l'autre après cette loi. Et qu'est-ce que justement, médecin, vous avez à dire sur le sujet ? Si la demande de la société, c'est effectivement de permettre cette mort provoquée dans une volonté de maîtrise de la mort qui pourrait quand même être discutée comme toujours une tentative de déni, mais si c'est ça le choix de la société et le choix que font les députés, ma demande, c'est que le monde du soin et les soignants soient le plus possible épargnés par ce bouleversement et que ce soit le moins médicalisé possible pour préserver le monde du soin qui doit rester dans ce prendre soin. Et c'est sûr qu'une question que je me pose, c'est comment on va ensemble continuer de prendre soin, et ça concerne pas que le monde soignant, mais ça nous concerne tous comme citoyens. Comment on peut à nouveau se poser des questions sur notre finitude, notre interdépendance et le besoin qu'on a les uns des autres. Comment on va construire cette vraie société moderne du prendre soin, parce que l'euthanasie, c'est pas une solution moderne, c'est pas un progrès, c'est une solution du passé. Comment on va pouvoir construire ensemble une société du prendre soin les uns des autres, et puis même en pensant un petit peu plus largement du prendre soin de la planète sur laquelle on habite, parce que tout ça, ça va ensemble dans la reconnaissance de nos interdépendances. Docteur Danel, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui... professionnels de santé aussi, il en existe, vous disent au contraire qu'ils sont favorables à ce type de loi? Mais vraiment, je suis citoyenne comme les autres et j'entends vraiment les différents parcours, les expériences personnelles, les lieux de souffrance inacceptables, et je respecte aussi les opinions de chacun. La question, ça va être effectivement comment on va continuer ensemble de prendre soin, et puis peut-être s'il y en a qui décident de le pratiquer, on réfléchira ensemble à comment on peut continuer de faire ce souci ensemble. Merci beaucoup, docteur Danel, d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes chef de service de soins palliatifs à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Merci à vous. Ce projet de loi sur la fin de vie est donc au Parlement. Les députés ont entamé hier l'examen du texte. Ils devraient faire la navette et aller au Sénat la semaine prochaine. On reparlera sur l'antenne d'RCF de cette thématique. Merci d'être passé chez nous. Merci pour votre invitation.